l'Amérique préparent leurs élections depuis plusieurs mois. On n'a pas vu Trump ou la candidate là-bas venir pour dire aux Congolais qu'est-ce que vous pensez de... Parce que nous, quand nous faisons nos choses ici, la première chose, on prend l'avion, on va de l'autre côté pour dire voilà, nous avons ceci, etc. Est-ce que vous n'êtes pas capable de vous organiser et de faire les choses suivant vos critères, suivant votre mode de vie, etc. Pourquoi est-ce que nous avons des politiciens comme Fayulu qui va aux États-Unis, qui amène même une équipe de Congolais dans les universités pour aller dire aux étudiants américains comment nous vivons, comment nous crevons de faim ici, comment nous... Est-ce que tous ces problèmes-là, ces enfants-là dans les universités, ils peuvent venir ici les résoudre? Jamais. Ou bien c'est tout juste pour apporter là-bas une mauvaise image, mais vous faites une mauvaise campagne pour vous-même, pour votre pays. Est-ce que ça va vous apporter quoi? Tous les problèmes qu'on a ici, oh non, c'est les Belges, oh non, les Français, qu'est-ce que les Américains ont dit, les Anglais, etc. Apprenons quand même à être un peuple mûr, un peuple qui peut résoudre ces problèmes. C'est une constitution de belligérants. Est-ce que notre constitution telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle nous protège? Regardez par exemple l'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Quand vous prenez tout simplement, vous avez le froid dans le dos. Comment est-ce que notre pays, nous pouvons arriver à avoir dans notre propre constitution, dans notre loi fondamentale, une phrase comme celle-là, où on vous demande à vous d'abandonner une partie de votre souveraineté, en vue de promouvoir l'unité africaine. L'unité africaine, c'est quoi? Par rapport au peuple congolais, par rapport au pays. Tout simplement, cet article tel qu'il est là, vous estimez qu'il peut rester dans notre constitution. Qui vous dit que nos ennemis, qui sont déjà bien organisés dans le monde, puissent voir cette phrase dans votre constitution? Pourquoi? Parce que ça, c'est une porte ouverte à ces gens pour remplir, si vous voulez, leur dessein. Voilà, madame, messieurs, voici encore une fois de plus où on se déplace parce que vous l'aviez demandé. Et le président Alexis Moutanda, c'est lui que vous pensez comme une bibliothèque grande qui est encore là, un sage, comme vous le dites, et vous devez l'entendre comme ça. Nous sommes là sur son bureau, sur ses installations, pour essayer un peu de retirer cette sagesse, mais aussi son point de vue par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est ce que vous avez entendu l'autre fois, c'est les changements de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quelle est la part de la population? Alors, nous allons donc lui poser toutes ces questions-là, mais je rappelle que ça sera sur l'orientation de ce que vous aviez demandé comme réaction. Honorable Alexis Moutanda, bonsoir. Bonsoir. Après votre première intervention, je rappelle que ça faisait quand même longtemps, votre première intervention sortie médiatique, la population nous a encore demandé de venir savoir la vraie version des choses, c'est-à-dire la vérité. Plusieurs ont voulu savoir, puisque vous êtes aussi pour ces changements de la Constitution, est-ce que s'il faudrait vraiment aller dans le détail, qu'est-ce que vous pensez de tous ces détails-là qu'il faudrait aujourd'hui changer pour le bien de la population, le peuple d'abord, que vous avez toujours prôné? Oui, mais vous savez, notre pays à l'heure actuelle travaille, ou plutôt traverse une situation extrêmement difficile. Nous avons des problèmes sécuritaires à l'est du pays. Vous savez très bien ce qui se passe dans les deux provinces nord et sud Kivu et en Ituri depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on vous parle entre 15 et 20 millions de morts dans cette région. Et il s'agit évidemment des compatriotes, des femmes, des hommes, des enfants qui ont péri sans comprendre pour quelles raisons. Nous avons plus de
un demi-million de personnes qui sont déplacées à cause de cette insécurité. Eh bien, on ne peut pas se réjouir dans un pays comme le nôtre d'une situation aussi désastreuse. Tout le monde vous dira que la République démocratique du Congo, c'est un des pays les plus riches du monde, ce qui est vrai. Je ne sais pas s'il y a un seul minerai qui manque dans notre pays. Si vous n'avez pas ça dans la province du Katanga, eh bien vous avez ça à l'est du pays ou bien au centre du pays. Mais comment expliquer qu'un pays aussi riche, aussi énorme, aussi merveilleux sur le plan climatique, sur le plan, enfin disons sur tous les plans, comment expliquer que le même pays contient un des peuples les plus pauvres du monde? Pourquoi notre peuple vit ce qu'il est en train de vivre alors qu'il est entouré de toutes les merveilles du monde? Disons tout simplement que le bon Dieu a mis dans notre pays pratiquement tout ce qu'un homme peut espérer pour vivre correctement. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation depuis des années et des années? Eh bien, il faut puiser évidemment la réponse, disons peut-être dans le comportement de nous-mêmes. Parce que parler toujours des autres, c'est toujours comme une excuse. Quelqu'un peut venir chez vous, il met de la saleté. Eh bien, si vous nettoyez cette saleté sans rien dire, sans, disons, éviter que cette personne revienne encore une deuxième fois, et vous n'avez pas résolu le problème. La solution serait d'écarter ces personnes qui viennent mettre des saletés chez vous de manière définitive, et puis vous introduisez, si vous voulez, votre manière de voir les choses. Et c'est ça que le peuple congolais manque à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent nous créer des problèmes au lieu que nous puissions nous organiser, prendre conscience de ce qui nous arrive. On est toujours branché sur les réponses que les mêmes personnes doivent nous donner. Et cela dure, si vous voulez, depuis plusieurs années. Raison pour laquelle... c'est vous qui posez des questions, alors j'attends vos questions. Et donc, tous ces problèmes-là, aujourd'hui, vous situez que la grande résolution de ces problèmes, c'est les changements de la Constitution. Bon, le changement de la Constitution, bien sûr, c'est une des grandes solutions à ce problème. Tout simplement parce que la Constitution, d'abord, c'est la loi fondamentale qui gère un peuple. Et chaque peuple a sa constitution qui est sa loi, si vous voulez, spécifique. Il y a certains spécialistes, des constitutionnalistes, qui ont baptisé la constitution comme un ADN d'un peuple. C'est-à-dire que le peuple peut avoir, comme nous chez nous, plus de 150 ou 200 millions de personnes. Mais si ces 200 millions de personnes ont le même ADN, c'est-à-dire ils ont un dénominateur commun, quelque chose qui les unit ensemble, etc. Et cette chose peut être la Constitution qui est la loi qui les gouverne tous les jours de leur vie. Il y en a qui vont vous dire que la Constitution c'est l'âme, disons, de la cité. Pourquoi l'âme de la cité? Tout simplement parce que bon, il y a quand même beaucoup de spécialistes qui ont parlé de la Constitution, qui le présentent comme étant un des documents, si vous voulez, de base, qui gère la vie des nations, etc. Alors, votre question, si vous pouvez me la rappeler. Et si il faut changer cette Constitution-là, qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'il faudrait modifier dans la Constitution? Eh bien, ce qu'il faut modifier dans la Constitution, d'abord, il faut faire l'examen de ce que nous vivons actuellement. Okay. Je vous ai parlé de problèmes sécuritaires, je vous ai parlé de problèmes, disons, de la pauvreté, si vous voulez, de ce peuple. Eh bien, lorsque vous liez tout ceci ensemble, eh bien, ça devient un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre. Et une des solutions, bien sûr, d'abord, notre pays s'appelle comment?
la République démocratique du Congo. Démocratique du Congo, ça veut dire que le peuple souverain, le peuple, disons, congolais, il doit tout faire pour arriver à la véritable démocratie. Parce que c'est cette démocratie qui vous ouvre la porte vers un état de droit. Et cet état de droit qui vous donne les possibilités, si vous voulez, d'assurer le bien-être social de la population. Et alors, il y a plusieurs facteurs pour arriver à cette démocratie. La première, évidemment, c'est d'abord ce que nous venons de traverser, c'est-à-dire les élections libres et démocratiques. Depuis 2006, on a eu des élections démocratiques, même si ce n'était pas parfait. En 2011, on a réitéré la chose. En 2018, nous avons encore eu des élections et nous venons récemment, en 2023, disons, d'organiser. Donc, on est en train d'aller, si vous voulez, vers la démocratie. Alors, cette démocratie qui nous introduit, si vous voulez, vers un état de droit, n'est pas appréciée de la même manière par les personnes qui nous entourent. Raison pour laquelle, depuis plusieurs années actuellement, nous connaissons cette situation sécuritaire qui est tout à fait lamentable. Nous avons, lorsqu'on analyse de très près, disons, cette situation, nous voyons que il y a une sorte de complot généralisé pour, en fin de compte, balkaniser la République démocratique du Congo. Balkaniser, c'est-à-dire créer des États ou, disons, détacher des parties du pays qui peuvent faire. Déjà, à l'est du pays, il y a une ambition, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le Rwanda, par exemple, disons, qui est impliqué dans les problèmes de l'Est à l'heure actuelle. Mais nous savons très bien, d'après l'histoire, d'après, disons, tout ce que nous apprenons dans les écrits de plusieurs personnes, qu'il y a une ambition du côté du peuple Tutsi au Rwanda qui veut créer, si vous voulez, une république des volcans. Et cette république des volcans, d'après eux, ça doit réunir le Rwanda tel qu'il est à l'heure actuelle, une partie de Burundi, une partie de l'Ouganda, et ils visent évidemment aussi certaines provinces de notre pays pour créer cette république. Et c'est un projet qui existe dans leur tête depuis plusieurs années. Même du temps de Mobutu, il y avait des personnes qui avaient déjà en tête, disons, cette ambition. Et avec M. Kagame, puisqu'il est là depuis une trentaine d'années, il est aujourd'hui passé à la phase de concrétisation. En passant bien sûr par tous ces massacres qu'on est en train de connaître, etc. Alors, lorsque vous parlez maintenant de notre Constitution, est-ce que notre Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle nous protège? Regardez par exemple l'article 217 de la Constitution, qui dit clairement ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, quand vous prenez tout simplement, vous avez le froid dans le dos. Comment est-ce que notre pays, nous pouvons arriver à avoir dans notre propre constitution, dans notre loi fondamentale, une phrase comme celle-là, où on vous demande à vous, peuple, d'abandonner une partie de votre souveraineté, en vue de promouvoir l'unité africaine. L'unité africaine, c'est quoi? Par rapport au peuple congolais, par rapport au pays. Tout simplement, cet article tel qu'il est là, vous estimez qu'il peut rester dans notre constitution. Qui vous dit que nos ennemis, qui sont déjà bien organisés dans le monde,
puisse voir cette phrase dans votre constitution. Pourquoi? Parce que ça, c'est une porte ouverte à ces gens pour leur permettre de faire ce que, pour remplir, si vous voulez, leur dessein. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que ça puisse rester dans notre constitution pour nous compliquer la vie et faciliter la vie aux choses à nos ennemis. C'est comme ça que le président de la République, que je rappelle, qui est même de votre parti, qui dit que c'est une constitution des belligérants. Mais c'est une constitution des belligérants. D'ailleurs, en fait, avant d'arriver à cela, je pourrais vous donner encore un autre article, par exemple l'article numéro 5. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Bon, lorsque vous prenez cette phrase ici, est-ce que réellement elle nous concerne? Je peux vous dire non, parce qu'on parle des ethnies, on parle des tribus. Oui. Prenez n'importe quelle province de la République. Oui. Chez moi, par exemple, disons au Kasaï. Je prends le Kasaï de manière générale. Okay. Eh bien, vous pouvez avoir des tribus comme les Atété, là, c'est une tribu. Les Balouba, c'est une tribu. Oui. Les Songé, c'est une tribu. Oui. Et les Bakuba, c'est une tribu. Il y en a plein. Et il y en a plein. Oui. Eh bien, depuis que le pays existe, même du temps colonial, on n'a jamais entendu, et parce que parmi ces tribus, évidemment, il y en a qui sont plus grandes que les autres. Oui. Est-ce qu'il y a une tribu quelque part qui a déjà soulevé le problème d'être molestés parce qu'ils sont peu nombreux, ou bien vous êtes minorité par rapport à quelle majorité? Okay. Alors, ça veut dire tout simplement que cette phrase ici ne concerne pas les Congolais authentiques. Okay. C'est quelque chose qui provient des histoires de Banyamulenge, etc. Wow. Donc, des ethnies ou des tribus, ou je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, qui viennent de quelque part, dont on ne sait même pas quelle est réellement l'origine. Parce que vous ne pouvez pas faire l'historique ou l'histoire de tout ce monde-là. Et alors, on inscrit ça dans votre constitution pour que un jour... Et je vais vous dire encore, disons une autre chose, c'est que vous savez qu'à un moment donné, le pays a été envahi par ce qu'on appelle l'AFDL. Oui. Et lorsque l'AFDL est arrivé chez nous, Laurent Kabila était président du pays, mais il avait comme, disons, chef d'état-major Kabarebe qui était en fait un Rwandais. Mais la première chose que ce monsieur a fait lorsqu'il était en place dans cette fonction, oui, c'était d'injecter dans notre armée nationale des personnes qui venaient, disons, de leurs troupes. Okay. Et lorsqu'on a terminé le dialogue intercongolais en Afrique du Sud, oui, c'était en fait un dialogue qui était organisé spécialement pour les belligérants. Les belligérants, ça veut dire RCD comme était là, il y avait tout le monde. Oui. Et vous vous rappelez très bien que le chef de RCD Goma, après le dialogue, bien qu'il était vice-président de la République, il a dit à tout le monde qu'il ne peut collaborer avec les autres à condition que toutes ces troupes, donc les troupes que lui il dirigeait, puissent être intégrées dans l'armée nationale. Oui. Et lorsqu'on a intégré ces troupes, est-ce qu'on pouvait savoir qui était réellement congolais et qui ne l'était pas? Okay. Lorsqu'il y a eu des troubles à l'est du pays, sous les Nkundabatouar, les Mutebousi, etc., oui, eh ben, parce qu'il y avait beaucoup de tueries, ils ont réclamé encore une fois qu'on puisse négocier avec eux. Et la première chose qu'ils ont réclamé, c'est qu'on prenne encore une fois leurs troupes et qu'on injecte dans l'armée nationale. Lorsqu'il y a eu le premier mouvement de M23 en 2013, oui, ils ont fait ce que les autres font à l'heure actuelle. Alors, pour mettre fin encore à cette rébellion-là, leurs conditions étaient de négocier, et après la négociation, on devait encore
Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé à un moment donné avec une armée qui était infiltrée, qui était à cause de toutes ces injections-là. Donc tous nos problèmes, c'est les textes, c'est la Constitution. C'est la Constitution, ce sont des problèmes que... Mais lorsque vous parlez des minorités, de ceci, cela, vous ouvrez la porte à n'importe qui. Exactement. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, avec tout ce qui nous arrive, est-ce que nous avons réellement, en toute conscience, est-ce que nous pouvons être tranquilles qu'avec ces articles sur céder la souveraineté à ceci, et puis ainsi de suite, est-ce que vous pouvez être tranquille que le M23 qui est là à l'heure actuelle, et qui fait la pluie et le beau temps à l'est du pays. Alors, mais il demande encore une fois qu'on puisse négocier avec eux, ceci, cela, etc. Pour qu'on arrive toujours. Il profite justement de ces ouvertures pour... alors, est-ce que nous pouvons garder ce genre de choses dans notre constitution actuelle? Très bien. Alors, et il y a encore beaucoup d'autres choses que l'on peut... je citerai par exemple certains écarts. Vous savez que nos élections, d'ailleurs, vous l'avez vu en 2023, 2011, etc., où vous avez un Congolais ou un individu qui pose sa candidature, lui seul, il pose sa candidature à 4 ou 5 postes. Sénateur, ministre, il est candidat à la présidence, il est candidat au sénatorial, il est candidat aux législatives nationales, il est candidat aux législatives provinciales, il est candidat au gouvernorat. Une seule personne, c'est lui. Évidemment, il a toute une longue file, n'est-ce pas, de suppléants, comme on les appelle. Alors, le monsieur, comme c'est un débrouillard, il a déjà mis la main dans la caisse de l'État, il a des millions, etc. Il achète tous ces postes, et à la fin, lui-même devient ministre provincial ou ministre au gouvernement central. Et alors, il cède à sa femme le Sénat, il cède à son fils aîné, c'est pas moi, l'Assemblée nationale, il cède à son arrière-petite-fille, n'est-ce pas, encore. Et alors, quand ces gens arrivent dans ces institutions de la République, est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils réellement, ces suppléants, représentent l'État? Est-ce qu'ils représentent réellement le peuple? Et parfois, on est étonné que toutes ces personnes arrivent dans ces assises. Et vous trouvez quelqu'un en train de dormir, il peut même aller jusqu'à ronfler. Il dort, il ronfle pendant qu'on est en train de débattre. Ça ne les concerne pas. Parce qu'il n'est pas concerné. Lui, ce qui le concerne, c'est qu'à la fin du mois, il a son chèque, etc. Alors, est-ce que la Constitution ne peut pas réglementer, par exemple, cet aspect des choses? On dit aussi que l'UDPS au pouvoir veut toucher ces articles des mandats pour que vous, l'UDPS, vous puissiez rester au pouvoir pendant longtemps. Qu'est-ce que vous pensez? Lorsque quelqu'un pose une action, pose des actes, disons, ou bien il fait un travail, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais secrétaire général de l'UDPS, à un moment donné, il y avait tellement de problèmes. Parce que le président du parti était malade, etc. Et puis, pour redynamiser le parti, pour faire... Eh bien, j'avais pris, disons, le courage à 2 mains, j'ai pris le bâton de pèlerin pour faire le tour des provinces, pour aller encourager nos combattants, etc. Et on l'a fait pour toutes les provinces. Mais en tant qu'on le faisait pour une intention bien déterminée, c'est-à-dire relever le parti, encourager nos... Mais il y en a qui vous attribuent d'autres intentions. Combien n'ont pas crié, disons, sur le tonneau, mais vous savez, tout ce qu'il fait là-bas, c'est parce qu'il veut prendre le parti pour... Mais est-ce que quand le président est revenu de l'Europe, est-ce qu'on lui avait pas remis le parti? Donc c'est pour vous dire que chaque fois qu'on pose des actes, il y aura toujours des personnes qui vont vous attribuer même les intentions que vous n'avez pas. Très bien, ça reste... Et ça c'est un problème humain, on ne peut pas l'éviter parce que chacun a sa manière de se comporter, etc. Et moi, je dirais même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rongées par la misère morale parce que lui-même n'est pas capable de faire. Alors, quand il voit une personne résoudre des problèmes ou
attribue des intentions. Des intentions. Ça reste que des intentions. Pourquoi est-ce que UDPS, qui est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, ne pense pas aux articles, par exemple, sur les sociales de la population? Parce que la population s'est dit qu'ils ont des embouteillages, ils ont des problèmes. Pourquoi aujourd'hui qu'il n'y ait pas des articles clairs qui parlent du social de Congolais? Mais des articles clairs dans la Constitution ou dans les... Dans la Constitution. Mais vous savez, la Constitution, on dit que c'est la loi fondamentale. Vous avez, disons, d'autres domaines. Vous avez, par exemple, disons, quand vous organisez des élections, mais il y a des lois, comment est-ce qu'on les appelle encore là, il y a la loi électorale. Vous avez la loi, c'est pas moi, pour la justice. Enfin, il y a... Donc les lois qui accompagnent. Il y a des lois qui accompagnent un domaine bien déterminé. Il n'est pas dit que toutes les lois doivent se retrouver dans la Constitution. La Constitution, si vous voulez, règle le problème de base, règle le problème. On peut dire, par exemple, dans la Constitution, cette histoire de père et mère, que pour les postes d'un certain niveau, on peut même les citer, que la personne, si vous voulez, qui accède à ces fonctions, doit être de père et de mère congolais. Eh bien, c'est une disposition, si vous voulez, qui est importante, fondamentale. Parce qu'à un moment donné, à partir, si vous voulez, de cette fonction, si vous avez un parent qui est congolais, un parent qui est rwandais, par exemple, eh bien, vous voyez que vous pouvez être, à un moment donné, partagé d'une manière que vous... Parce qu'un parent qui est ceci, vous avez grandi ensemble avec vos oncles paternels, maternels, etc. Mais lorsque vous arrivez à un poste de décision, un poste où vous devez gérer, où vous devez prendre des décisions importantes, eh ben, vous risquez d'être partagé, d'être... vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix, etc. Alors, pour faciliter la tâche à la personne, on dit que pour accéder à ce poste, etc., il faut ainsi de suite. Très bien. Donc, ça, ce sont des dispositions fondamentales et puis des dispositions de base qui règlent, si vous voulez, les problèmes d'une manière. Mais pour ce qui est du social, pour ce qui est de sanitaire, de ce qui est ceci, cela, eh ben, il y a des lois spécifiques qui règlent, si vous voulez, ce genre de problème. Vous pensez que la population vous accompagne dans cette initiative pour le changement de la Constitution? Le peuple a toujours été ce qu'il est, et ça c'est depuis la création. C'est pour cela que on arrive au principe que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que les troupes, c'est quoi? La population dont vous parlez, la population c'est qui? La population c'est tout le monde. Alors, quand vous mettez tout le monde ensemble, eh bien, ils doivent avoir une direction, ils doivent avoir des objectifs, ils doivent avoir, si vous voulez, des buts à atteindre. Ils doivent avoir une ambition nationale, ils peuvent avoir ceci ou cela. Et pour cela, il faut des leaders. Alors, ce sont ces leaders-là qui doivent encadrer cette population pour arriver aux objectifs. Très bien. Alors, en ce moment-là, évidemment, on ne peut pas dire parce qu'un peuple, est-ce que si vous mettez 1 million de personnes ensemble, est-ce que vous pensez que ces millions de personnes vont penser la même chose? Oui. C'est pour cela que chaque groupe a besoin d'un chef, d'un leader qui doit rassembler les énergies et qui doit définir des objectifs, et ces objectifs doivent atteindre, disons, un certain niveau pour qu'on puisse aller avant. Et c'est comme ça que tous les autres pays du monde ont atteint, si vous voulez, la maturité qu'ils ont actuellement. Très bien. Si vous voyez les élections, parce que ça vient de se faire devant nos yeux, les élections aux États-Unis, vous savez, les Américains, plus de 200 millions de personnes qui vivent dans la démocratie depuis des siècles, enfin disons depuis des années,
Mais ils ont toujours besoin à la Maison Blanche d'avoir un leader qui doit, si vous voulez, rassembler tout le monde pour les conduire vers des objectifs bien déterminés. Et on a vu qu'il y avait deux candidats, eh bien, ils ont choisi celui que eux, ils pensent qu'il peut facilement. Donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, tout dépend du leadership. Nous avions certainement posé cette question, pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui dit autre chose. Il y a, par exemple, les prêtres catholiques qui disent qu'il ne faut pas toucher à cette constitution-là. C'est vrai que la population peut vous accompagner, mais quand l'Église qui dit non, ou les prêtres, quelques prêtres disent non au changement de la Constitution, comment allez-vous procéder? Mais il n'y a pas de procédure à faire. Nous sommes dans un... Je dis bien que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un de nos soucis majeurs pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc, nous devons... Alors, dans une démocratie, on respecte l'opinion de tout le monde. C'est la majorité, en fait. Si on a, disons, si on arrive à organiser ce référendum, oui. Eh ben, on n'a pas dit que les gens vont voter ceci, cela. Non, on s'adresse au peuple congolais, on leur dit, voilà le texte auquel on est arrivé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord? Okay. Pourvu que ça ne puisse pas être un référendum comme celui qui nous a amené à la constitution actuelle. Vous ne croyez pas au référendum qui nous a amené à cette constitution? Mais ce référendum a été fait en 2005-2006. En fait, la nouvelle constitution a été promulguée au mois de février 2006. Exactement. Et le référendum, c'était... novembre-décembre 2005, eh ben, c'était d'abord un texte. Quand on dit que c'est un document qui a été élaboré à l'extérieur, c'est tout à fait vrai, parce que ce document est venu de l'Europe. Il a été élaboré, il y a les Louis Michel, il y a des spécialistes français qui se sont... Mais comme on a dit tout à l'heure ici, la Constitution, c'est quelque chose, si vous c'est l'âme d'un peuple, c'est-à-dire c'est donc le peuple congolais qui avait déjà fait sa constitution à la conférence nationale, qui avait fait sa constitution à Louabourg, etc., qui avait fait sa constitution du temps de Mobutu, eh bien, on a quand même des personnes qui peuvent, mais pour ces cas-là particuliers, eh bien, on a dû faire venir ça de l'Europe. Il y avait très peu de Congolais qui étaient impliqués là-dedans. Donc, c'est une constitution des étrangers. Et puis, quand ce document est arrivé, il a été soumis d'abord à notre Assemblée nationale. Oui. Et comme les gens étaient manipulés à l'époque d'une manière incroyable, ils ont laissé passer ça avec beaucoup de légèreté. Okay. Et puis ensuite, ça a été soumis au référendum populaire. Et nous avons été là au moment de l'organisation des référendums. Et je peux vous dire tout simplement que j'ai un document ici que j'avais à l'époque, eh ben, un document de plus de 50 pages qui a été écrit par les responsables de la société civile et même des représentants des droits de l'homme et qui ont fait l'analyse de ce référendum. Je peux vous assurer que c'était tout simplement de la vaste blague. Parce qu'il y a des provinces comme la province de l'Équateur, la province de Bandundu, où la moitié de la population n'avait même pas participé à cela. Et il y avait des lois qui étaient pour gérer ces référendums qui n'ont pas été respectées. Au moins une trentaine de lois. Et le document existe encore aujourd'hui, on peut vous le montrer, tout ça. C'est pour vous dire que c'était non seulement... Ce document, à la base, a été élaboré par des personnes que nous ne connaissons pas, qui est arrivé et puis il a été traité avec beaucoup de légèreté jusqu'au moment où il a été publié. Et vous avez vu même que quelques temps après, même ceux qui étaient à la base de l'organisation de ce référendum étaient encore là pour chercher à changer encore certains articles, etc. Donc,
ça veut dire que même eux, ils étaient dépassés par les événements. Alors, donc c'est un document qui vaut ce qu'il vaut, et si le temps est propice, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, toute chose, disons, toute affaire cessante, se pencher sur, parce que les problèmes que nous traversons à l'heure actuelle sont des problèmes de très grande priorité. Très bien. La sécurité à l'est du pays, la pauvreté des gens, et des désordres même de généraliser une armée qui a été infiltrée, etc. Et des richesses qui sortent du pays à tout moment, de n'importe quelle manière. Eh bien, on ne peut pas se le permettre, sinon c'est une république qui n'a pas d'avenir. Alors, honorable Alioune Tanda, si on comprend bien, vous nous avez même rappelé là que vous avez dit non à cette constitution, depuis même sa jeunesse, depuis son début, mais à un moment donné, vous avez aussi, vous, accompagné cette population qui avait refusé que Kabila et les autres ne puissent changer cette constitution. Ça nous laisse quand même perplexe que c'est une constitution que vous aviez refusée, vous vouliez vous-même la changer au bon moment. Oui, bien sûr. Parce que maintenant, nous sommes là, nous pouvons faire les choses de notre manière, parce que au moment où ce document est arrivé, qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, qu'il a été approuvé par le peuple, etc., qui était à la tête du pays en ce moment-là? Okay. Parce que c'est eux qui étaient là en ce moment-là. Et ce sont les mêmes qui, quelques années après, ils voulaient encore changer quelques dispositions. Okay. Alors, étant donné la démarche politique que nous avons assistée depuis l'arrivée de l'AFDL jusqu'à l'installation de M. Kabila au pouvoir, Kabila Joseph bien sûr, eh bien, cette constitution a été faite au moment où le président Kabila était président de la République. C'est lui qui a organisé le référendum et tout et tout. Et quelques années après, c'est encore lui qui voulait retoucher ça. Donc, il y avait des raisons très sérieuses de penser qu'il pouvait encore insérer là-dedans n'importe quoi. Tandis qu'aujourd'hui, eh ben, comme vous le dites vous-même, l'UDPS prend les choses en main, eh ben, vous verrez le travail de l'UDPS. On reste pour voir ce travail-là de l'UDPS. Nous arrivons presque à la fin. Puisque vous avez parlé de l'UDPS, comment se portent les partis? Et puis, je rappelle que vous êtes un patriarche. Lorsque on parle de l'UDPS, on vous suit et on vous écoute. Tout le monde qui passe, il sait savoir vous écouter. Est-ce qu'il y a un message particulier aujourd'hui aux uns et aux autres? Nous avions vécu la calmie, mais après, il y a quelques couches où les gens ne s'entendent pas. Est-ce que vous avez un message à lancer aux uns et aux autres? Mais je viens de le dire tout à l'heure que n'importe quel groupe de gens, n'importe quelle collectivité, n'importe quelle association, n'importe quelle, même une équipe de football, même une équipe de football a besoin d'un capitaine. Okay. À quoi sert un capitaine dans une équipe de football? Mais le capitaine est là justement pour voir qui est fatigué, qui a mal à la jambe, il peut être remplacé par qui, faire une stratégie commune pour tout le monde, pour gagner le but, qu'est-ce qu'il ou comment il faut, disons, distribuer les postes sur le terrain, etc. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un leader qui doit amener cette équipe, si vous voulez, à marquer des buts et avoir la victoire. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire les choses. L'UDPS, c'est un parti politique. Bon, à un moment donné, bien sûr, il peut y avoir des problèmes tels qu'on les connaît, mais c'est maintenant le moment de montrer la maturité, de dire que, bon, voilà comment nous comptons organiser les choses pour sortir justement de cette difficulté. Mais ce qui arrive, évidemment, c'est, vous savez, l'homme est très compliqué. Alors, l'homme, il faut parfois, si vous voulez, le tenir à l'œil, lui donner quand même un peu. Donc, en fin de compte, l'UDPS a besoin d'un leadership qui puisse lui permettre de revenir, si vous voulez, à son idéal qui est l'union pour la démocratie et le progrès social. Parce que la population congolaise a besoin du progrès. On ne peut pas être
disons, entourés des richesses, et ce sont les voisins qui viennent profiter de nos richesses alors que les enfants de la maison crèvent de faim. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir une ville aussi grandiose que la ville de Kinshasa et vivre dans la merde la plus totale. Ce n'est pas sérieux. Lorsqu'il y a une grosse pluie, eh ben, il y a la moitié de la population qui vit dans l'inquiétude parce que cette pluie peut venir tout simplement emporter même les maisons où vous dormez. Et ce n'est pas normal. Pour se déplacer d'ici jusqu'à l'aéroport ou d'ici jusqu'à, c'est pas moi, à Matadi-Kibale, ça devient tout un problème. Vous pouvez même mettre toute la journée avant d'y arriver. Ce n'est pas normal. Et tout ça sont des problèmes qui peuvent être résolus, mais il faut avoir la force et la détermination de changer les choses. Très bien. Bon, nous arrivons, nous chutons carrément à la fin de l'émission. C'est vrai que plusieurs questions dans le détail. On attend la réaction aussi pour pouvoir les ouvrir. On nous ouvrira certainement prochainement. Vous êtes aussi plusieurs trophées que je vois là-bas. Je vois les États-Unis. Parlons-en un peu. Trump a gagné les élections. Ils ont organisé leurs élections librement. Un mot par rapport aux élections américaines. On va peut-être chuter par là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, l'Amérique, dans la démocratie depuis leur indépendance, qui monte de 1800 quelque chose, etc. C'est 1800 ou 1700, si j'ai 1700 quelque chose. Eh ben, c'est un pays qui s'est posé comme étant le leader de la démocratie, si vous voulez, dans le monde. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de perfection nulle part. Là où il y a l'homme, il y a nécessairement des problèmes et des imperfections. Alors, ils ont résolu leurs problèmes de leur manière. Mais ce que je voudrais quand même dire à nos compatriotes, c'est que ces messieurs et ces dames préparent leurs élections depuis plusieurs mois. Okay. On n'a pas vu Trump ou la candidate là-bas venir ici pour dire aux Congolais qu'est-ce que vous pensez de... Parce que nous, quand nous faisons nos choses ici, la première chose, on prend l'avion, on va de l'autre côté pour dire voilà, nous avons ceci, etc. Est-ce que vous n'êtes pas capable de vous organiser et de faire les choses suivant vos critères, suivant disons, votre mode de vie, etc. Okay. Pourquoi est-ce que nous avons des politiciens comme Fayulu, qui va aux États-Unis, qui amène même une équipe de Congolais dans les universités pour aller dire aux étudiants américains comment nous vivons, comment nous crevons de faim ici, comment nous... Est-ce que tous ces problèmes-là, ces enfants-là dans les universités, ils peuvent venir ici les résoudre? Jamais. Ou bien c'est tout juste pour apporter là-bas une mauvaise image, mais vous faites une mauvaise campagne pour vous-même, pour votre pays. Est-ce que ça va vous apporter quoi? Okay. Tous les problèmes qu'on a ici, oh non, c'est les Belges, oh non, les Français, qu'est-ce que les Américains ont dit, les Anglais, etc. Oui. Apprenons quand même à être un peuple mûr, un peuple qui peut résoudre ces problèmes. L'autre exemple, c'est ce que nous voyons actuellement entre Israël et les peuples arabes là-bas. Justement. Bon, le peuple d'Israël, un jour, ils ont été agressés, des bombes tombées à gauche et à droite, etc. Mais vous avez vu que le lendemain, le Premier ministre s'est levé, il a appelé tous les, comment est-ce qu'on les appelle encore, les responsables, les réservistes, etc. Et alors, ils se sont organisés, et maintenant, je crois que c'est, si je ne m'abuse, c'est l'autre côté qui est en train de pleurer. Exactement. Alors, un peuple, nous sommes agressés à l'est du pays par tel et tel, etc. Mais la première chose que le peuple congolais devait faire, c'est prendre conscience de ça, se réunir comme un seul homme, et puis essayer de répondre, si vous voulez, à l'agression au Rwanda directement. Oui. Donc, nous avons des richesses, des minéraux, etc. Bon, alors ces minéraux, c'est n'importe qui vient et qui joue avec ça comme bon lui semble. Alors, il faut quand même que le
et surtout ses dirigeants prennent conscience que nous sommes un peuple qui a des ambitions. Parce que, comme je l'ai toujours dit pour finir, c'est que à l'heure actuelle, on parle de la mondialisation. C'est-à-dire que tous les pays du monde constituent un grand village. Mais dans un grand village, il y aura, si vous voulez, la cabane qui s'appelle République démocratique du Congo. Eh bien, quelle est la place de cette cabane RDC dans ce grand village si nous-mêmes, les Congolais, nous ne pouvons pas, disons, travailler pour qu'ils deviennent, disons, qu'ils deviennent parmi les grands du monde, parce que nous avons tous les moyens. On a les moyens de personnel, on a les moyens, disons, du pays lui-même qui nous offre déjà beaucoup d'avantages. Très bien. Nous remercions honorable Alexis Mutanda, PDG de cette grande entreprise, et plusieurs autres titres que nous allons peut-être définir prochainement. Nous remercions pour votre temps qui est précieux. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de tous ces trophées-là. De ces trophées. Eh bien, moi, je voudrais, parce que cette société qui livre, nous a accordé il y a quelques mois, mettons même une année et demie, le titre d'ambassadeur de la qualité. Donc, tel que vous nous voyez là-bas, nous avons le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire apporter la qualité dans tout ce que nous faisons. Okay. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez un journal, si vous avez une entreprise, si vous avez, eh ben, il faut que la qualité puisse être un de vos soucis supérieurs. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, vous avez, au-delà de tout ce que nous connaissons, les titres d'ambassadeur des qualités. L'ambassadeur de la qualité, c'est-à-dire qu'on doit veiller à la qualité dans ce que nous faisons. Exactement. Si vous êtes dans tel domaine ou tel domaine, eh ben, faites-le de manière à atteindre, si vous voulez, disons, l'excellence. Parce que c'est l'excellence qui est l'objectif final. Très bien. Nous sommes donc à la fin. Et nous, c'était un plaisir parce que, comme je vous disais, que ça faisait un bon bout de temps qu'on n'a pas reçu l'honorable Alexis Mutanda qui est PDG, mais aussi ambassadeur de la qualité. Aujourd'hui, c'était un point un peu plus exceptionnel d'essayer aussi de retirer ces vérités que vous avez entendues sur base de ces trophées, comme on dit, que c'est une bibliothèque vivante, qu'aujourd'hui il faut puiser et avoir l'intelligence, pourquoi pas l'intelligence pour gérer la nation. Dans notre temps, nous vous disons au revoir et nous vous remercions pour votre sympathique attention. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Baby, you should take